Eh bien, il est l'heure, donc je crois que nous allons commencer. Autant tenir les horaires. Bonjour à tout le monde, merci d'avoir rejoint cet atelier qui va vous parler de l'histoire de la société Axiel en France depuis 40 ans. Nous fêtons nos 40 ans cette année, la société ayant été créée en 1985 à Toulouse. Il s'agissait à l'époque de la société Mobidoc. Alors aujourd'hui, nous serons trois pour vous parler de cette histoire, aussi bien au niveau de la société et surtout des produits, avec Marion Hayette, qui représente le service d'assistance de Mobidoc, la gestion des projets d'Axiel France donc, Stéphane Chantala, qui représente la ville de Paris et l'expérience, qui va vous parler de l'expérience de Paris Musée, et moi-même, Éric de Cacré, je suis le directeur d'Axiel en France. Donc notre agenda est assez simple, nous allons vous parler de cette histoire, nous allons vous parler du groupe Axiel, qui a une vraie stratégie, et nous allons également, Stéphane va vous parler de son projet, du projet de la ville de Paris, de transition, de migration de Adlib à l'époque avec Axiel Collection. Alors, première partie, Mobidoc à Axiel France. Donc, la société Mobidoc, je le disais, a été créée il y a 40 ans à Toulouse. C'est une société qui a été créée par des bibliothécaires qui avaient décelé un véritable potentiel à l'époque où il n'y avait rien dans l'équipement des musées. Et donc ils ont créé, avec l'aide de la direction des musées de France, qui est devenue plus tard le SMF, et en la personne de Laurent Manœuvre, qui est passé sur le salon ces jours-ci avec Karine Prunet ici présente, et donc, et bien entendu, avec l'aide de conservateurs et de conservatrices qui ont largement participé à l'élaboration de ce produit, progiciel. Et notamment au niveau documentaire, puisque on voit bien dans les logos d'ailleurs, vous voyez, il y a marqué informatique documentaire. C'était l'époque où on parlait avant tout de documentaire, et depuis on a parlé de cette base. Ça reste toujours d'actualité, mais aussi de toutes les fonctionnalités qui doivent entourer aujourd'hui un tel logiciel. Donc ce produit a été créé dans les années 90, peu de temps après donc, le lancement de l'entreprise, avec l'équipement des musées nationaux. À l'époque, ils étaient très nombreux à être ce qu'on appelle les services à compétences nationales, donc dépendants du ministère, qui pouvaient décider pour eux quelles solutions les équiperaient. Et puis le produit s'est diffusé très rapidement en France et en Europe, voire dans le monde, grâce notamment au fait qu'il était très packagé, que son modèle était assez universel, et que l'équipe avait mis en place des services d'accompagnement assez rapides, assez efficaces, en se déplaçant pour former les utilisateurs. Et donc, du coup, si vous voulez, ça a pu s'étendre très rapidement. Donc, c'est un produit qui a aussi été décliné en différentes versions, mais c'est quand même toujours la même base pour les muséums d'histoire naturelle avec SNBase, pour les centres de documentation avec Mobitext, etc. Le produit a été aussi fait pour toute taille de musée, c'est-à-dire qu'on a équipé des petits musées avec d'ailleurs une capacité à se mouvoir en région qui était très forte, qui est toujours assez forte quand les moyens de transport sont d'actualité, mais maintenant on travaille de plus en plus à distance, bien sûr, pour ces formations. Donc c'est une véritable aventure humaine dans laquelle un certain nombre d'utilisateurs nous ont régulièrement fait part de leur adhésion de leur intérêt pour cet outil. Et nous avons vu sur ce salon des gens qui nous disaient écoutez, on continue, même si on a pu évoluer, on continue à regarder la solution qui est la vôtre, car en termes de référence de modèle et de contenu de données, ça reste tout à fait d'actualité. C'est vrai que l'investissement dans un logiciel, c'est non seulement l'outil, c'est les formations, mais c'est aussi et surtout vos données. Et ça, ça nous tient très à cœur de conserver, au travers des évolutions qu'on va vous décrire là, l'intégralité des données qui sont les vôtres. Alors maintenant, j'avance un petit peu, je vous parlerai d'Axiel. On peut simplement vous dire qu'en 2016, nous avons rejoint ce groupe international. C'est vrai, je peux vous en donner les raisons assez rapidement. C'est un groupe qui a un vrai projet industriel, qui est présent à l'origine dans les bibliothèques. Et en France, d'ailleurs, nous revenons maintenant dans les bibliothèques. Et avec ce groupe, nous retrouvons une capacité, si vous voulez, de leadership qui avait pu éventuellement s'éroder, puisque ce groupe est non seulement présent internationalement, mais nous aide à faire un certain nombre de projets d'évolution, offre des perspectives aux équipes, et ça c'est important.
Et puis, bien sûr, l'assurance pour nos clients de travailler avec un groupe solide qui a une vraie pérennité. Voilà ce que je pouvais dire en introduction. Marion, je vous laisse la parole pour la partie produit. Bonjour à toutes et à tous. Donc pour le plaisir quand même de revenir sur cette aventure humaine, c'est aussi évidemment l'aventure de l'informatisation, notamment des musées. Et voilà, on a eu grand plaisir avec mes collègues informaticiens à préparer cet atelier. Voilà, quelques petites captures d'écran rapides pour se rappeler qu'au tout début de Micromusée, donc la version 5, on était dans les années 90 et on était sur MS-DOS, donc il n'existait pas d'interface utilisateur. Pour le coup, le gros intérêt qu'il y avait au MS-DOS, c'était une saisie au clavier d'une extrême rapidité. On était dans des remplissages de formulaires, de fiches. Et voilà, ça avait l'énorme mérite d'abattre, je pense, un gros travail dans les musées grâce à... Voilà, on n'appelait pas ça une interface utilisateur à l'époque, mais voilà, c'était les débuts de l'informatisation et c'était le début d'une vraie aventure pour nous tous. Voilà, on était sur un type de base de données qui s'appelle XBase et qui a été un vieux modèle, mais bon, qui a fait ses preuves et la solidité parfois des structures de base, c'est ça aussi qui fait la pérennité des logiciels. Et mes collègues m'ont rappelé qu'à l'époque, on était sur un outil de développement qui s'appelle Clipper. Peut-être certains d'entre vous connaissent. Donc, dans les années 95, on est passé à la version 6 de Micromusée, où là, c'était le début des vraies interfaces graphiques, avec ce qu'on appelait donc le Visual Object, 16 bits, 8, 32 bits. Et petite anecdote, à l'époque, mes collègues installaient carrément les plateformes chez les utilisateurs. Donc, on ne se contentait pas de faire le logiciel, on faisait également vraiment le service après-vente en installant ce qu'on appelait à l'époque les PC. Et un jour, il y a une utilisatrice qui nous appelle en disant que le logiciel est super, cette nouvelle interface avec Micromusée V6, mais que voilà, elle a mal au bras en fait à force de l'utiliser. Donc, à force d'essayer de comprendre, on se rend compte qu'en fait, le développeur qui était allé chez elle faire l'installation avait laissé la souris en haut d'un petit meuble et évidemment il n'avait pas expliqué à l'utilisatrice que la souris il pouvait la mettre tout simplement au niveau du bureau du clavier. Voilà, c'était vraiment les débuts de la souris, donc voilà, c'était une petite anecdote que m'ont rappelé mes collègues pour dire que voilà, on était présents dans cette belle aventure qui a été l'informatisation et comme on le verra tout à l'heure, cette aventure évidemment continue tous les jours. Donc voilà, on était sur toujours des versions XBase, on est passé sur SQL Server et Oracle, là aussi pour s'adapter à toutes ces nouveautés. Et donc après, on est passé à Micromusée V7 en 2013, premier client installé, avec cette fois un passage assez majeur dans un environnement de développement Microsoft, voilà, qui nous permet d'avoir une assise vraiment complète par rapport à cet environnement. Langage C# et surtout le framework .NET, pareil, qui nous permet de développer dans les meilleures conditions possibles nos outils. On a également bénéficié d'une bibliothèque qui s'appelle DevExpress, on le verra tout à l'heure, quel est l'intérêt, l'idée étant de ne jamais réinventer la roue quand on fait un logiciel, mais parfois de s'appuyer sur des bibliothèques qui existent déjà, des bibliothèques d'outils, et de les mettre à profit pour nos utilisateurs pour être le plus efficace possible. Et enfin, dans la foulée de Micromusée V7, on a également proposé des services d'hébergement pour soulager notamment les services informatiques qui souhaitaient déléguer tout ce qui était gestion des bases de données et des accès. Pardon. Oh. J'y suis. Donc voilà, ça c'est quelques petites captures d'écran pour rappeler qu'à l'époque, encore une fois, par exemple quand on parlait de hiérarchie, c'était quelque chose qui n'existait pas vraiment dans les développements informatiques. Et donc on a créé avec nos utilisateurs, par exemple, la hiérarchie du thésaurus des lieux. Et c'était plutôt très innovant à l'époque. On a également permis la mise en place du scan des codes barres aussi dans le Micromusée. Voilà, et là, c'était le générateur de profil qui était 100% fait maison, mais qui était également très performant.
pour nos utilisateurs. Alors, parlons tout de même de Micromusée V7, puisque c'est quand même notre outil phare et qui continue à évoluer tous les jours. On a eu le plaisir d'avoir pas mal de nos clients qui sont venus nous voir hier et aujourd'hui. Donc, pour redire, voilà, la continuité, cette aventure humaine qu'évoquait Eric, ça a été vraiment une clé de réussite aussi dans notre projet parce que voilà, des gens sont arrivés, des gens sont partis, mais la base est restée, ce qui nous a permis de jamais laisser de côté aucun utilisateur et de vraiment continuer à répondre à l'ensemble des besoins. Et toujours dans cette philosophie que quand un utilisateur est formé, il est opérationnel et autonome. L'idée, c'est que vous n'ayez pas à nous appeler tous les 4 matins pour savoir justement comment faire un profil, comment faire un export. Comme on disait, c'est un outil packagé. Donc le gros avantage, c'est évidemment que vous êtes autonome. L'inconvénient, c'est que ça peut être un outil qui est un peu fermé, et on le verra avec Axel Collections, le deuxième outil du groupe. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus ouvert. Mais voilà, Micromusée, c'est carré, c'est stable, et je crois que c'est quelque chose qui est très apprécié, notamment dans les musées qui n'ont pas forcément des moyens énormes pour pouvoir gérer leur base de données et qui ont besoin de choses de grande confiance au jour le jour. Donc la Micromusée V7 continue à évoluer. Donc j'ai mis quelques exemples de réalisations récentes. Le récollement sous Excel qui permet, quand on a des prestataires et qu'on ne souhaite pas, pour tout un tas de raisons, leur donner accès à Micromusée, eh bien on leur permet de faire un beau récollement sous Excel et après, par un simple import, d'enrichir les notices dans la base de données. On a mis en place également la gestion des liens, puisque comme vous le savez, dans beaucoup de logiciels, on ne stocke pas les multimédias dans la base de données, on stocke les multimédias en dehors. Ce qu'on stocke, ce sont les chemins vers les multimédias. Et on sait que pour les DSI, ce sont des énormes enjeux de bien arriver à architecturer correctement tous les répertoires, avec beaucoup de hiérarchie, parfois pas très cohérente dans la gestion des multimédias. Donc là, d'avoir un outil qui permet simplement de déplacer des multimédias, de les renommer, rajouter des préfixes, des suffixes, ça c'est évidemment intéressant pour votre gestion, voilà, tout en ayant des données cohérentes toujours en base. On a mis en place la recherche documentaire dans les paniers, voilà, la génération de QR code depuis l'application. On a un lien également avec Horus Condition Report. Peut-être que vous connaissez, donc c'est un logiciel développé par une personne des musées en France et qui permet de faire donc, des rapports en faisant des imports-exports maintenant depuis Micromusée. Voilà, on a mis en place aussi l'OPAC Web pour la gestion de vos publications, la dernière version étant la version 8. Voilà, bien sûr, vous n'hésitez pas à venir sur notre stand pour en savoir un peu plus. Là, j'ai juste mis en capture d'écran, voilà, le générateur de formulaire, c'est vraiment un outil qui est formidable. Autant à l'époque de Micromusée V6, c'était un formulaire entièrement développé par les développeurs. Là, comme je disais tout à l'heure, on bénéficie d'une bibliothèque DevExpress. On l'a adaptée pour pouvoir être cohérente avec le modèle Micromusée. Mais d'un seul coup, là, on bénéficie vraiment de quelque chose de très performant pour que vous puissiez, dans Micromusée, sans avoir besoin de passer par un outil tiers, faire des formulaires vraiment très perfectionnés. Voilà, notamment là pour des cartels, si on veut, avec des QR codes. J'ai également mis des fenêtres détachables en pop-up pour la saisie ou pour les paniers, parce qu'il y a des modes. Voilà, il y a des modes avec, quand on ouvre une URL, on a notre application dans un seul onglet. Mais vous nous avez dit, oui, mais moi j'aime les fenêtres détachées, j'aime le multifenêtrage. Et on l'a fait dans Micromusée, même si c'est plus quelque chose qui est dans l'air du temps. On sait que c'est important pour vous. Et je termine, le temps passe. Le lien avec OpenTeso, voilà, évidemment, avec le service des musées de France, c'est très important de continuer à vous permettre d'avoir des données bien propres dans vos bases. Donc voilà, tout bêtement, un lien depuis Micromusée avec OpenTeso. Vous pouvez télécharger les thésaurus qui vous intéressent pour avoir des bases les plus propres possibles. Merci Marion. Je reprends la parole pour vous parler du groupe cette fois-ci, donc, que nous avons rejoint en 2016, je le disais, il y a 9 ans bientôt. Ce groupe est un groupe suédois d'origine
est encore assez suédois dans son ADN. On travaille très bien avec les Suédois. Ce sont des gens qui sont très à l'écoute, très respectueux de ce qu'on fait, qui aiment beaucoup voir les clients. La patronne du groupe est venue en France à rencontrer un certain nombre de clients et essaye de s'enrichir de ces contacts. Donc il y a une vision derrière ce groupe, ce qui est celle d'un groupe industriel, je le répète. Ce n'est pas un groupe financier, donc c'est un groupe d'acteurs des bibliothèques, des musées, des archives. Donc l'objectif est pour ce groupe de créer un monde où la culture et les connaissances sont accessibles à tous, partout, aujourd'hui et à l'avenir. Une belle promesse. Alors concrètement, quelques chiffres. Bon, ils aiment bien montrer les chiffres, donc on va passer vite. C'est un vrai groupe international du fait de son historique, présent dans 60 pays, hémisphère nord et hémisphère sud, 13 000 clients. Alors les clients dans 60 pays, les bureaux dans 15 pays, à peu près 400 collaborateurs. Voilà, je passe les autres chiffres. Là, le positionnement stratégique du groupe est à la croisée des chemins entre vous, institutionnels, acheteurs, musées, archives, les utilisateurs qui peuvent être des lecteurs, puisque nous avons des bibliothèques, des chercheurs, des visiteurs de sites internet. Et donc, pour ces deux catégories de population, nous avons des objectifs précis qui sont pour le public la diffusion, l'encouragement à la lecture, et pour les professionnels d'avoir des outils vraiment opérationnels qui leur permettent une grande efficacité dans leur travail quotidien et qui leur permettent d'atteindre leurs objectifs de conservation du patrimoine, d'accroissement de l'engagement des publics, un mot dont on parle beaucoup, mais on est en effet de plus en plus présent dans tout ce qui est outils de médiation et renforcer la collaboration avec les publics. Donc pour ça, on a un certain nombre d'outils qui sont le fruit d'un historique que voici. Donc un historique de croissance interne d'abord pendant une vingtaine d'années, jusqu'à dans les années 2000, puis de croissance externe à partir des années 2000, avec, vous le voyez, beaucoup d'entreprises, donc on ne va pas regarder tout, mais enfin quand même une certaine boulimie, on peut le dire à un moment donné. Mais enfin, pour ce qui nous intéresse, il y a 3 dates clés qui sont d'abord l'entrée dans le milieu des musées en 2008 avec l'acquisition d'une société anglaise, DS, qui avait un logiciel qui s'appelle Calm. Ensuite, en 2013, acquisition d'Adlib. On peut dire d'où la présence aujourd'hui de la ville de Paris avec nous, puisqu'ils étaient tout juste avant équipés, ils avaient équipé le musée de la ville de Paris. D'ailleurs, peut-être pas encore lancé tout à fait le projet, mais enfin, le projet était lancé, mais je ne sais pas s'il était déjà opérationnel. 2011 complètement. Merci Stéphane. Une année après, 2014, KEMU, avec le logiciel IMU, KE Software avec le logiciel IMU, qui est très présent dans les muséums d'histoire naturelle, encore aujourd'hui, dans le monde. Donc, une entreprise d'origine universitaire, capacité à stocker de très très gros volumes de données, d'où la présence. Ce matin, nous avons vu les utilisateurs du Muséum d'histoire naturelle. On parle de 70 millions de spécimens quand même. Donc, on est un petit peu au-dessus de nos habitudes. Mais il y a des outils pour ça, la preuve. Nous en dit-on. 2016, acquisition de Mobidoc à Toulouse. Je ne vais pas y revenir. Donc ça fait déjà 3 dates. Finalement, il y en a quand même une 4e et une 5e. Il y a Culture Connect qui nous intéresse pour les outils de médiation. En plein Covid, on a racheté cette activité de médiation qui est d'origine nord-américaine. Et puis en 2022, acquisition de la division bibliothèque, donc un peu retour aux sources. En 85, nous étions créés par des bibliothécaires. En 2022, nous voyons des représentants de logiciels de bibliothèque, avec des logiciels tels que vSmart, tels que Iguana, qui sont Curia maintenant pour la composante Internet, qui sont diffusés chez un certain nombre de nos clients qui sont les mêmes d'ailleurs souvent que les bibliothèques, que les musées, pardon. Et donc cette équipe nous rejoint en 2022. Donc la boucle est bouclée, nous sommes maintenant archives, enfin musées, bibliothèques et archives. Un petit mot sur le positionnement du marché cette fois-ci. Comment nous voyons l'évolution, son évolution. Donc il y a un socle de base qui est toujours d'actualité, qui est vraiment les fondamentaux de ce métier. Donc des outils pour permettre d'avoir des outils normalisés. On parle encore beaucoup de normes. J'entendais le SMF qui favorise aujourd'hui la norme LIDO, qui est une norme assez ancienne sur le marché. Donc on parle toujours de normes. Numérisation, c'est encore d'actualité. Vous avez encore beaucoup de travaux de numérisation. Il faut qu'on travaille ensuite en valeur ajoutée sur ces données de base en les structurant, en les interprétant. On les partage, c'est
très stratégique. C'est fini l'époque où vous pouviez travailler dans votre coin. Maintenant, il faut vraiment non seulement rendre compte, mais diffuser. C'est devenu un impératif et bien entendu, nos outils le font. La sécurité, depuis la période en particulier Covid, est extrêmement importante. Nous avons régulièrement des clients qui nous interrogent sur ces outils. Les normes que nous devons respecter dans le cadre des réponses aux appels d'offres, les formations de nos collaborateurs, tout ça tend vers des niveaux de sécurité très très importants. Et c'est vraiment pour nous une préoccupation majeure, parce que si on perd des informations, si on est attaqué, beaucoup de collectivités l'ont été en France et ailleurs, et donc à l'évidence, il ne faut pas que ça passe par nous. Et on fait en sorte que nous ne soyons pas, nos outils ne soient pas les chevaux de Troie. Malheureusement, ça passe souvent par les personnes, d'où l'importance de former régulièrement les personnes et d'avoir de bons outils. Et enfin, le dernier, qui est non seulement d'actualité, mais on y travaille, l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, quelques mots là-dessus, je ne veux pas trop dépasser le temps. Donc on y travaille sous un mode collaboratif avec un certain nombre de clients. Pour le moment, c'est réservé au marché anglo-saxon, malheureusement, mais on a vraiment envie de faire ça dans l'environnement francophone. Donc on a fait des travaux jusqu'à présent qui sont orientés vers l'interface avec nos outils, en particulier Excel Collection, et des référents externes tels que Wikidata. Et donc on s'est rendu compte qu'on pouvait déjà, avec ce premier niveau, apporter déjà pas mal de services pour enrichir vos bases de données. Et ça, déjà, est disponible au sein d'Axial Collection. Nous pouvons montrer quelques réalisations. Et puis, il y a eu d'autres travaux plus généraux cette fois-ci. Nous avons à la base identifié un potentiel absolument énorme. Ça a été validé par les quelques clients tests avec lesquels nous avons travaillé, qui nous ont dit oui, continuez. Nous avons fait ça sous un format assez interactif. Ils nous ont largement encouragé à continuer dans cette direction. Les quelques réalisations leur ont laissé entrevoir des éléments d'efficacité extrêmement importants. Et donc là, on parle, si vous voulez, d'indexation, potentiellement d'aide à la recherche et en effet d'enrichissement des collections à vitesse plus accélérée, avec toujours un élément de contrôle, c'est-à-dire qu'il n'est pas question d'automatiser tout. À l'évidence, les personnes les professionnels sont tout à fait au cœur de ce processus et c'est à eux de décider à quel niveau ils vont mettre le degré d'automatisation. C'est dans ce sens que nos premières réalisations ont été faites. Voilà les quelques institutions qui nous ont aidés à travailler pour le moment. Et puis, quelques retours que nous avons de leur part. On parle d'efficacité, vous voyez, pour certaines missions, processus précis qui sont beaucoup plus rapides, et vous le savez. Et une anecdote là-dessus, un des premiers travaux que nous avons fait était avec, je crois, les archives de Britten, Benjamin Britten, en Angleterre. Et grâce à notre premier travaux de l'IA, nous avons été capables d'identifier dans leurs archives absolument massives des éléments qui n'avaient pas, en fait, un contact, qui était au cœur de toute l'activité de Benjamin Britten, et les conservateurs n'avaient pas tout à fait identifié ça tout seuls. C'est l'intelligence artificielle qui leur a permis d'identifier cette possibilité. Donc, ce n'est pas que la base de données, c'est aussi le travail qui est impacté, la façon dont vous allez pouvoir constituer de nouvelles expositions, de nouvelles valorisations des collections. Donc, on travaille dans ce domaine. Vous avez vu qu'on a pas mal d'autres travaux aussi on va dire, de normalisation à notre niveau, mais n'oublions pas que c'est ces outils-là qui, dans le futur, vous permettront d'enrichir votre travail et nous serons à vos côtés pour ça. Voilà, je crois que j'ai terminé pour cette partie. Axial Collection, vite fait. Oui, je vais être très rapide pour laisser la place au cas pratique et à Stéphane Chantala. Pour vous dire, voilà, l'autre outil du groupe s'appelle Axial Collections. Il a été lancé en 2019. On en est à la 5e version aujourd'hui. Plus de 7000 utilisateurs au niveau du groupe, qui peut s'adapter à n'importe quelle institution grâce à un outil qui s'appelle le Designer, qui permet de rajouter, renommer des champs. Full web avec une web API qui permet d'ouvrir totalement l'application, des imports-exports également très performants, une application qu'on appelle Move qui permet de gérer la régie, les mouvements des œuvres sur une application déconnectée sur un petit mobile et voilà, donc
venez sur notre stand si vous voulez en savoir plus. Et sans plus attendre, donc je passe la parole à Stéphane pour le cas pratique donc, du passage de Adlib à Axial Collections, pour lequel voilà, j'ai eu le plaisir de l'accompagner avec ma collègue Virginie Tricot qui est dans la salle. Voilà, à vous Stéphane. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, à Paris Musée, en fait, nous avons... Alors, avant Paris Musée, bien évidemment, nous étions direction des affaires culturelles de la ville de Paris. Nous avons fait, en fait, la ville de Paris a fait l'acquisition de la solution Adlib, qui était une solution néerlandaise à l'époque où elle n'avait pas encore été rachetée par le groupe Axiel. C'est un projet qui a été initié en 2005 et qui, en fait, s'est achevé avec le déploiement de la solution dans les 13 musées de la ville de Paris en 2011, dernier déploiement, et avec la publication en ligne d'un OPAC qui était à l'époque l'OPAC pourvu par Adlib. Les collections des musées de la ville de Paris dans Adlib, c'était l'année dernière à peu près 2 millions de notices. Bien évidemment recouvrant à la fois les œuvres, mais pas que, puisque en fait, si la solution avait été choisie initialement, c'était pour documenter non seulement les œuvres des musées de la ville de Paris, mais également la documentation, c'est-à-dire les centres de documentation et les bibliothèques de ces musées et les archives de ces musées, puisque la solution Adlib avait été choisie parce que c'était un 3 en 1. Voilà, et on pouvait créer des liens entre ces 3 entités dans la solution. C'était vraiment ce qui a emporté en fait le choix de la ville à l'époque de cette solution. Donc nous étions un peu seuls d'ailleurs en France à utiliser cette solution, et donc il y a eu le rachat par Axiel en 2013, ce qui en fait au début du rachat n'a pas changé grand-chose, sauf que on a tout de suite perçu en fait la volonté du groupe d'améliorer en fait le produit peut-être plus rapidement que ce qu'il l'était à l'époque. Ensuite est arrivé donc ce qui devait arriver, c'est-à-dire cette amélioration qui a été en fait le développement d'une interface full web, puisque en fait Adlib avait été déployé dans les musées de la ville de Paris en client lourd, c'est-à-dire qu'on devait installer sur chaque poste, ce que vous imaginez, vous connaissez bien ça, les problèmes que ça peut poser en termes de déploiement. Et donc Axiel a produit cette interface full web Axiel Collection, compatible avec les bases de données Adlib. Et le groupe, dès ce moment-là, surtout à partir de 2024, s'est vraiment concentré, entre autres, sur le développement de ce nouveau produit, ce qui fait que la maintenance d'Adlib, en fait, les évolutions d'Adlib ont été stoppées en 2024, ce qui nous a amené, à nous poser la question de migrer vers l'interface full web. Alors, je dis interface, mais c'est en réalité un nouveau produit. Hein, c'est-à-dire qu'on l'a vu lors de la migration, cette décision de migrer, c'était pas juste un claquement de doigts. Il a fallu, comme toute migration, analyser les données, être accompagné par le groupe, parce que notre modèle était, bien évidemment, comme le disait Monsieur Cacré tout à l'heure, Axiel est un outil qui est très adaptable. Et donc, vous voyez, ça, Adlib ressemblait à ça, je passe très vite, et voici l'interface d'Axiel avec une œuvre conservée au Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la ville de Paris. Et donc, c'est adaptable, c'est-à-dire adaptable et paramétrable. C'est la grosse différence en fait avec Adlib et Axiel Collection. C'est cette adaptabilité et aussi une grande ouverture, effectivement, comme vous le disiez, sur la diffusion des données. Or, nous étions déjà, nous, dans une démarche de diffusion des données, puisque nous nous servions déjà notamment de l'API d'Adlib, qui a été reproduite aussi dans Axiel, qui existe pour servir nos données sur un site web que nous avons fait développer en particulier, et puis pour d'autres projets qui étaient d'importance pour nous. Donc, ça correspondait, disons, vraiment aux besoins de la ville. Donc, très très vite sur le déroulé du projet. Donc, c'est un projet qui a duré 2 ans pour des raisons aussi de sécurisation au niveau ville de Paris. Cette fois, c'était pas côté Axiel, mais Axiel a été quand même très sollicité pour répondre à un audit technique justement et prouver que le logiciel était bien, la solution était bien compatible avec les exigences de sécurité de la ville. Comité de pilotage, réunion de suivi de projet, je vous apprends rien, c'est un projet classique avec Axiel France, le SI, donc le service informatique de Paris Musée, et la très grosse DSI de la ville de Paris, qui est vraiment très importante, puisque voilà, c'est on va dire une DSI très, très lourde. Voilà.
Ensuite, ce que nous avions demandé, nous, c'était un suivi vraiment comme une recette très importante, c'est-à-dire avec la mise en place d'un outil de ticketing, Jira, très importante, puisque en fait, lors de la migration, nous avons eu un volume d'anomalies qui était normal, hein, mais qui a été quand même suivi, qui nous a permis vraiment de les suivre au jour le jour et de voir leur résolution au jour le jour. Je précise de nombreuses solutions trouvées par l'Axiel pour conserver au mieux notre paramétrage initial, parce qu'en fait, ce que nous avons souhaité, nous, ce n'était pas de résoudre tous les bugs qui existaient ou toutes les anomalies qui existaient dans AdLib, qui n'étaient pas bloquantes, mais qui existaient et qui perduraient depuis un moment, comme dans tout système, mais c'était bien évidemment que nous récupérions dans Axiel Collection nos données à isopérimètre. C'est-à-dire qu'on a, si vous voulez, on a embarqué les bugs un petit peu avec, ce qui n'est pas tout à fait vrai, puisqu'on en a profité aussi pour en résoudre beaucoup avec l'équipe d'Axiel, ce qui fait que la transition s'est effectuée correctement. Dans un contexte de sécurisation renforcée de l'architecture technique, effectivement, nous étions dans le contexte des Jeux Olympiques et les exigences de la ville de Paris ont été vraiment extrêmement fortes à ce moment-là et on a dû revoir toute l'architecture technique en plus du projet de passage à Axiel Collection. Et là aussi, nous avons été conseillés par le groupe sur les solutions à adopter et les bonnes préconisations. Ensuite, en ce qui concerne le suivi d'Axiel, il y a eu des ateliers de mise en place par Axiel France avec l'équipe projet. D'abord pour nous faire prendre connaissance, nous administrateurs en fait, du logiciel. Et puis, charge à nous ensuite de former les administrateurs centraux et locaux des différents établissements, en tout cas les administrateurs locaux et les utilisateurs, puisque nous avions une base d'utilisateurs d'à peu près 120 personnes. Et donc, nous effectuons déjà dans notre équipe en fait, la formation des utilisateurs, formation continue, réponse permanente en fait, aux utilisateurs, suivi, correction bien évidemment, donc les tâches d'administration courante, mais également les formations en salle que nous organisons nous-mêmes en fait, pour les utilisateurs des musées de la ville de Paris. Nous sommes autonomes de ce point de vue-là et nous pouvons effectuer en fait, beaucoup de formations par an. Donc, formation continue des administrateurs centraux, pareil. On a pris sur nous d'essayer de lire vraiment toute la documentation qui nous a été fournie. Et je précise dans le cadre de ce projet quelque chose d'un peu particulier parce que je sais que ça n'est pas le cas dans d'autres établissements. Il y en a certains qui peuvent le faire. C'est qu'on a une possibilité assez intéressante, nous. C'est que en tant qu'administrateur technique, je peux moi-même administrer 2 serveurs qui sont en fait un serveur de développement et des serveurs de recettes. Ce qui fait que j'installe moi-même en fait les versions, j'installe moi-même les patchs et on peut les tester. On a la main là-dessus. Je ne passe pas par la DSI pour ces choses-là. Après, pour la production, oui, on passe par la DSI, mais enfin, en tout cas, on a une certaine souplesse. Ça, c'était vraiment un plus dans ce projet. Il y a des projets connexes qui n'ont pas de rapport avec Axiel, c'est-à-dire qui ne sont pas véritablement fait par Axiel, les projets, mais qui montrent en fait la souplesse en fait d'utilisation du logiciel et notamment son ouverture via son API. Notre site des collections en fait est essentiellement alimenté par les données XML qui proviennent d'Axiel. C'est une mise à jour asynchrone qui se produit toutes les nuits et qui va aller récupérer à la fois les nouvelles images qui ont été produites, les images échangées et les différentes données qui auraient été changées dans la journée ou rajoutées dans les notices ou les nouvelles notices, etc. Donc nous nous appuyons en fait sur l'API d'Axiel Collection pour éditer en fait ce site des collections. Et ensuite, nous nous appuyons aussi sur les facilités d'export XML d'Axiel Collection pour tout un tas d'utilités, de production de documents, de rapports, dont les registres d'inventaire de 2 musées, le Palais Galliera et le musée Carnavalet, qui sont les 2 musées qui utilisent en fait, qui ont un inventaire informatisé. Donc ce que vous voyez là à l'écran a été généré par du XML et une feuille de style, une transformation en feuille de style Axiel. Voilà. En ce qui concerne maintenant l'accompagnement par Axiel France pour les suites du Go Live, c'est-à-dire la mise en production, etc., on est passé à autre chose. C'est-à-dire que maintenant, nous communiquons via la plateforme officielle d'Axiel qui s'appelle Hornbill, qui est une plateforme commune. Et c'est un peu comme un Jira, si vous voulez, mais qui est moins dédié au projet lui-même. Donc c'est de la tierce maintenance applicative et éventuellement des demandes d'évolution. Donc ça se passe bien. On a cet outil
une forte réactivité, ce qui est plutôt encourageant, notamment d'une équipe française. On a connu par le passé des équipes qui étaient des équipes notamment néerlandaises, à l'époque où Adlib n'avait pas été racheté par Axial. Et c'était un petit peu plus compliqué en fait, de se faire entendre à ce moment-là lors de ces choix. Lors de ce, je ne vous cache pas que lors en fait, de cette migration, je vous le disais, hein, c'est un nouveau produit en fait, en réalité, même s'il s'appuie, nous avons eu des facilités parce que nous partions d'Adlib, mais Adlib était une bestiole très différente qu'Axial Collection, qui est un outil qui est beaucoup plus draconien en fait, dans le contrôle des données. Vous le disiez tout à l'heure, hein, la sécurisation et le contrôle de la donnée, c'est vraiment un outil qui est très très renforcé de ce point de vue-là. Et Adlib était un outil, je le dis pour ceux qui souhaiteraient migrer des bases de données un jour éventuellement dans n'importe quel autre système. Le contrôle des données est très très important parce que parfois certains de nos systèmes sont très permissifs. On a des données fantômes, je ne rentre pas dans les détails, mais on a des choses qui sont un petit peu particulières, des index SQL qui sont un petit peu bizarres, etc., etc. Et donc, il a fallu, bien évidemment, effectuer des corrections massives de données au préalable et a posteriori, aidé aussi par Axial Collection, qui a fourni des analyses, notamment de nos données en amont, mais également nous-mêmes avons. Voilà. Et puis enfin, pour finir, l'accompagnement des utilisateurs. Donc, nous avons formé à peu près plus d'une centaine d'utilisateurs en salle. Et nous avons séparé en fait les différents utilisateurs du logiciel, à savoir effectuer des formations spécifiques, par exemple pour les personnes qui saisissent dans les bases musées, mais également des formations spécifiques pour les personnes qui sont dans les bases bibliothèques et archives, par exemple, enfin qui saisissent ça. Voilà. Et je vous laisse lire la suite. Je crois que tout ça a sorti de tutoriels, de production de support et de voilà. Oui, on en a produit, plus d'une trentaine, oui, de tutoriels différents dédiés à différentes tutoriels simples, tutoriels courts, tutoriels longs, dédiés aux différentes utilisations en fait de l'outil. Merci Stéphane. Le timing est excellent. Il nous reste beaucoup de temps pour les questions. Alors j'espère qu'il y en a beaucoup. J'ai un micro que je vais vous passer. Qui commence? C'est la première la plus difficile. En général, c'est quelqu'un de chez nous qui la pose. Virginie. Y a-t-il quelqu'un? S'il n'y en a pas, je peux lancer peut-être un point et puis ça vous laissera le temps de réfléchir. Vous nous avez pas questionné sur notre stratégie, mais finalement, on vous montre plein d'outils. Vous avez vu que dans le groupe, il y en a beaucoup. Et s'il y a des utilisateurs de micro-musées parmi vous, en tout cas, il y en a pas mal sur ce salon, ils se posent légitimement la question de savoir comment ça va évoluer tout ça. Et donc, ce qu'on peut simplement leur dire, c'est qu'on va continuer, ça Marion vous l'a bien montré, à maintenir et à faire évoluer Micromusée. Et en parallèle, nous préparons la version suivante, comme on l'a toujours fait. On vous l'a montré au travers de cette historique, V5, V6, V7. Et donc aujourd'hui, nous préparons la version suivante. Il est assez clair. Nous travaillons avec comme base de version l'outil Axial Collection, qui sera donc, on va dire, localisé, mais parfaitement adapté, progicialisé pour les utilisateurs du marché français. Voilà ce qu'on peut dire en termes de stratégie produit, qui est une question qui nous est quand même assez souvent posée, ou pas, mais enfin, la question est derrière ce que pensent nos clients, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, l'investissement, c'est vos données, donc il faut qu'elles soient pérennes et que nous avons 40 ans d'existence, ce n'est pas le moment de vous laisser tomber. Est-ce que vous avez maintenant, s'il vous plaît, quelques questions à nous poser? Sur la publication en ligne, les outils de médiation. On n'a pas beaucoup parlé d'outils de médiation, mais enfin on en a un certain nombre. Madame. Oui, bonjour, je suis prospectiviste, je fais une recherche sur le futur des musées, donc tous les sujets m'intéressent. Je trouve intéressant, j'ai raté le début de votre présentation, donc peut-être que vous en avez parlé, mais à propos de l'IA, à quel point, jusqu'où elle peut aller en travaillant à partir de bases de données, vraiment de mémoire de collection. On peut, j'imagine, aller vers le cartel, la notice, et puis quoi d'autre ? Alors, il y a beaucoup d'effets d'annonce, mais il y a encore assez peu de réalisations. Mais ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le potentiel a été évalué, il est énorme. Et
il est vraiment énorme. Mais vous dire qu'aujourd'hui, les outils, on a déjà des fondements, mais c'est pas encore. On est au début. Il ne faut pas se raconter trop d'histoires. On est quand même au début. Et donc, nous avons un démarrage qui est très sérieux, mais qui est, je dirais, mesuré en termes de rapidité de mise sur le marché. Mais enfin, on a déjà donc identifié en effet les potentiels. Donc, à la base, c'est de faire des liens entre les bases de données, les outils de base de données et des références externes. Ça, on a déjà démarré dans cette direction. Certains d'entre vous nous l'ont redit sur ce salon. Il y a d'énormes possibilités en matière d'interprétation, notamment des images, pour identifier ce qu'on lit, ce qui peut être lu dans une image, et ensuite intégrer pour indexer cette image. Donc ça aussi, c'est une possibilité. Et puis à la base, c'est aussi la recherche, c'est-à-dire ce qu'on appelait avant le data mining, trouver à l'intérieur, faire parler les bases de données, et les faire chanter même, j'ai entendu dire parfois, c'est-à-dire leur faire dire des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Et ça, l'intelligence artificielle, étant la masse de données, est tout à fait en mesure, je disais tout à l'heure, il y a des exemples sur des possibilités nouvelles qui aident les chercheurs, les professionnels que vous êtes, à identifier de nouvelles possibilités d'exposition, de communication, de publication. Et ça, donc, l'intelligence artificielle, à l'évidence, est un excellent outil. Et on peut dire qu'on y travaille aujourd'hui avec certains représentants. Je disais que pour le moment, les francophones ne sont pas encore assez présents, mais ça va venir pour travailler avec nous, et pour vous. Je continue puisqu'il y a... Est-ce que vous pensez que ça pourrait faire bouger les classifications, les catégories des œuvres d'art et des collections, que l'IA appliquée aux bases de données vienne perturber ou voire repenser les manières dont les collections sont ordonnées, classées? Alors, c'est un assez vieux débat d'ailleurs. Avant l'IA, on en parlait déjà. Est-ce qu'on peut tout mettre à plat, tout récupérer? Je ne pense pas qu'on ait trouvé mieux que la logique documentaire, si vous voulez, jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut tout mettre en commun et aller chercher des informations, mais la logique documentaire reste tout à fait d'actualité. Donc je ne crois pas qu'il y ait d'autres solutions aujourd'hui que de continuer à faire, si vous voulez, une indexation précise avec autant de champs ou peut-être moins. Mais enfin, c'est vrai que nos bases de données ont beaucoup de champs, c'est clair, mais c'est parce que l'information nécessite autant de précision que ça. Donc, personnellement, je ne pense pas qu'il y aura une modification de ce point de vue-là. En revanche, c'est la combinaison des deux qui va nous permettre, pourquoi pas, d'enrichir, je disais, les champs avec les outils d'intelligence artificielle. Voilà, mais on ne va pas mettre toutes les données ensemble et essayer de les retrouver après par les miracles de l'informatique. Je n'y crois pas. Ville de Reims. Oui. Bonjour. Non, je voulais voir pour l'application Move. Du coup, ça sert essentiellement pour les mouvements des œuvres. Est-ce que ça peut être développé pour les rapports de constat d'état, pour le récollement? Est-ce qu'on pourrait imaginer avoir une application pour toutes ces opérations assez chronophages et qui pourraient avoir un support plus léger, notamment via une appli? Oui, donc effectivement, l'application Move disponible pour Axial Collections, qui est en production notamment au CNC, puisqu'ils bougent des films par centaines tous les jours entre leurs voûtes, les réserves, etc. Aujourd'hui, c'est effectivement que pour des mouvements stricts d'œuvres, mais oui, c'est tout à fait une idée de la faire évoluer. Alors, pour le CNC, on a même déjà imaginé quelque chose. Eux, ils posent des tests d'acidité pour les films, parce que les vieux films sont victimes du syndrome du vinaigre, je crois que ça s'appelle, donc c'est extrêmement important les acétates, voilà, qui sont hyper inflammables, donc nitrate, acétate, et enfin il y a toute une catégorie. Et l'idée, ça serait d'enrichir Move qu'ils ont déjà avec un petit module pour la pose des tests d'acidité. Ça serait pas très compliqué. Et pourquoi pas demain, un constat d'état. Donc oui, c'est tout à fait des choses qui peuvent être intéressantes à développer. C'est pas compliqué, c'est pas beaucoup de champs. Voilà, on s'interface déjà avec Axial Collections, donc oui, c'est tout à fait une idée d'avenir. Voilà, peut-être temps pour une dernière question. Sinon, nous allons rendre l'antenne, comme on dit dans les studios. Y a-t-il quelqu'un ?
Eh bien, s'il n'y a pas, nous allons tout simplement vous remercier, vous rappeler que nous sommes présents sur les réseaux sociaux. Martin, qui se charge de la communication, sera content qu'on le rappelle. Donc, n'hésitez pas à nous essayons de publier raisonnablement, mais de toute façon, nous avons une newsletter aussi que nous envoyons bien volontiers si vous voulez y souscrire. Et puis les réseaux habituels que sont LinkedIn, etc. Merci beaucoup Stéphane de votre participation. Merci Stéphane. Plus qu'active. Merci à vous d'avoir participé à cet atelier. Et n'hésitez pas à venir nous retrouver au stand A16 de ce salon. Bonne journée.